Est-ce que c'est tout bon? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je peux démarrer? On dirait, hein? Bonjour tout le monde. Laurent, si tu veux me répondre, mais oui, apparemment, c'est parti. Bonjour tout le monde et donc bienvenue à cet atelier Si l'agilité commençait par soi, cultiver un mindset positif. Alors avant de me présenter, je voulais déjà remercier à la fois les organisateurs et je tiens à dire que vraiment ça a été une jolie préparation. On a été coucounés pour cette préparation qui pour moi est un peu un saut dans le vide par rapport aux outils. On va voir ça ensemble, comment ça se déroule aujourd'hui. Et puis, merci aux sponsors aussi, hein, qui, sans eux, bien sûr, on ne serait pas là tous réunis. Et puis, bienvenue à chacun, chacune. Je vous cache pas ma frustration de vous voir. J'aurais aimé notamment avoir vos yeux et vos sourires devant moi, mais je vais les imaginer. Donc bonjour, je suis donc Karine André, je suis consultante en psychologie positive et j'accompagne mes clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, à développer un état d'esprit positif et à valoriser des compétences en savoir-être. Et mon grand domaine d'intervention, c'est le bien-être au travail. Et puis, j'ai intégré aussi une start-up qui s'appelle Nacéol et qui peut-être fera l'objet de mon intervention une prochaine fois. En tout cas, en guise d'introduction, je voulais tout de suite dire que, vous l'avez compris, je ne suis pas un coach agile, je ne suis pas experte en méthode agile et que ce que j'entends depuis ce matin ou pendant les préparations, tout ce vocable, tout ce jargon pour moi, j'en suis pas particulièrement familière. Je suis une débutante, comme là en photo sur les skis. Tout ce qui est Scrum, Roti, etc. Eh bien, je découvre petit à petit. Et en même temps, deux choses. La première, c'est qu'on a un vocable commun. J'utilise beaucoup dans mon quotidien des notions de flexibilité, d'agilité, d'adaptabilité, etc. On va y revenir. Et puis en même temps, quand je suis venue assister aux rencontres Grenoble Agile l'année dernière, je me suis dit finalement, l'agilité d'une organisation, d'une équipe, elle suppose de s'appuyer finalement sur l'agilité de ceux et celles qui composent cette équipe ou cette organisation. Et là, ça m'intéresse parce qu'effectivement, c'est mon domaine de prédilection. Pardon, Karine, je sais pas si je sais pas si tu présentes quelque chose, mais on voit pas ce que tu présentes. Ah zut, oui, je présente quelque chose. Pourtant, j'ai partagé mon écran. Ouais, alors, Alors, attends, je vais le reprendre. ouais. Ah zut. Tac. Le voici. Non, vous l'avez pas. C'est bon, ça arrive. Ah, on voit ton bureau, c'est tout bon. Donc, je vais relancer. Est-ce que là, vous l'avez? Là, on l'a, oui. Ah, désolée. C'est tout bon. Donc, voilà ma présentation et voilà la photo à laquelle je faisais allusion. C'est bon? Désolée pour ce premier problème technique. Donc, toujours pour continuer mon introduction, où effectivement, je m'intéresse plutôt à l'agilité des personnes. Je me suis dit, d'un côté, on développe dans ces rencontres tous les process, les méthodes, les bonnes pratiques, les expérimentations pour faire de l'agilité. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la notion de être agile. Donc, on va regarder ce qui relève du savoir-être, aussi bien en termes de pensée, d'émotion, de comportement, d'attitude, on va y revenir. Mais c'est de cela dont j'ai envie de vous parler, ou en tout cas, c'est des sujets sur lesquels je me sens davantage à l'aise. Alors, j'aime bien, avant de commencer, planter le décor. Et je vais vous inviter à vous laisser porter par ce paysage pour atterrir ici et maintenant. Et puisqu'on va parler de compétences en savoir-être, je vais déjà vous inviter à vous accueillir vous-même dans votre être, à vous déposer comme si on allait s'asseoir quelque part dans cette jolie prairie, dans ce joli paysage de montagne. Et puis être pleinement présent à ce qu'on va échanger pendant cet atelier. Parce que j'arrive avec ce désir de partage
Et comme disait Einstein, eh bien, la connaissance s'acquiert par l'expérimentation, par l'expérience. Tout le reste, c'est de l'information. Donc, je viens partager avec vous de l'information sur mon métier, sur être agile. Et du coup, je vous remercie de votre écoute teintée de scepticisme bienveillant. Hein. C'est le 5e accord Toltec, si vous connaissez cette approche. Et moi, j'arrive effectivement avec des outils qui vont colorer ma réalité, qui vont impacter bien évidemment ce que je vais partager avec vous, des outils et des tendances que j'arrive avec de la psychologie positive, des neurosciences et puis tout ce qui est présence attentive. C'est pour ça que j'aime bien qu'on se dépose. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à faire une belle inspiration, comme si vous vouliez vraiment vous déposer dans ce paysage. Lâcher toutes les obligations, peut-être toutes les pensées qui tournent dans votre tête et être pleinement présent pour vous, ici et maintenant, derrière cet atelier. Et peut-être, je peux déjà vous accueillir rapidement en disant, tiens, avec quoi j'arrive à cet atelier? Quelle est ma météo intérieure ou quel est mon niveau d'énergie? On travaille beaucoup là-dessus. Avec cette idée de, voilà, si vous avez envie, alors je vois comment je peux, voilà. Eh bien, peut-être déposer avec quoi j'arrive, mon niveau d'énergie. On ne parle pas encore de mindset, mais on va y venir. N'hésitez pas à partager dans le chat. Pour moi, eh bien, c'est un joli soleil comme à l'extérieur, avec cette idée de ce moment passé avec vous. Hop. Alors, quel est notre agenda? Oh, rayon de soleil en Bretagne, génial. Bonjour la Bretagne. Alors, quel est notre agenda? Eh bien, on va regarder ce que ça veut dire être agile et avoir un mindset positif. En tout cas, avec quoi vous arrivez, vous? Quelles sont vos représentations par rapport à tout ça? Pour qu'on défriche un petit peu ce sujet ensemble. Et puis, on partira s'amuser avec notre cerveau, pour voir un petit peu puisqu'on parle de mindset, eh bien, comment il fonctionne notre cerveau par rapport à notre agilité et qu'est-ce qu'on va pouvoir, en tout cas, modifier ou en tout cas, avec quoi on va pouvoir s'amuser au niveau de notre cerveau. Et puis, l'atelier étant très court, on va juste observer 3 clés pour cultiver une agilité positive qu'on expérimentera rapidement pendant l'atelier. Alors, je vous invite à poser des questions dans le chat et puis on gardera un petit temps à la fin pour que je puisse y répondre. Alors, je compte sur vous pour participer, même si c'est pas aussi évident que quand on est en face à face où je peux interagir un peu en popcorn. Mais là, effectivement, ceux qui ont envie de déposer des avis, des petits mots dans le chat, eh bien, avec plaisir. J'essaierai de les lire d'un œil. Mais en tout cas, si on lance le vif du sujet, je vais y arriver, eh bien, qu'est-ce que c'est pour vous être agile? Qu'est-ce que c'est être un manager ou une manager, un collaborateur, chef de projet, qui vous êtes en tout cas agile? C'est quoi pour vous? Avec quoi vous arrivez? De quoi ça parle, cette agilité en savoir-être? Vous pouvez déposer un mot, une adaptation permanente, être curieux, esprit ouvert, souple, savoir s'adapter, adaptabilité, savoir écouter, se remettre en question, un état d'esprit, pas avoir peur du changement, une remise en question, être disponible, waouh, super, ouais, au service de l'équipe, partager la prise de décision. Alors, j'ai repris, d'habitude, je note des choses, d'habitude, voilà, quand on est en face à face, c'est plus simple pour moi. Là, j'ai pas osé me lancer dans le tableau blanc, faute de temps notamment. Mais effectivement, si je reprends les représentations que j'ai l'habitude de voir dans ce type d'atelier et effectivement, accepter l'erreur, l'intelligence collective. Voilà, vous en avez donné un certain nombre, hein, savoir s'adapter, savoir composer avec l'incertain, faire confiance, avoir la capacité de partager, de communiquer, d'innover, de donner du sens, être bienveillant.
Bref, il y a tout un tas de champs de représentativité. Et on voit bien qu'effectivement, on parle de posture, d'attitude, de comportement ou de compétences. Et en même temps, on se dit, OK, c'est très bien ça, mais comment est-on agile ou comment devient-on agile? Et donc, vous l'avez compris, eh bien, nous allons parler plus particulièrement ici de savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills. Et moi, je vais même attirer votre attention sur les métacompétences, hein, des compétences qui sont effectivement utilisables en transverse dans tout que vous pouvez mobiliser dans tous les autres savoirs que vous avez. Donc, soft skill, effectivement, si on traduit mot à mot, c'est compétences douces, c'est une compétence transversale ou des compétences transversales en savoir-être. Ça peut être des compétences comportementales que nous, on qualifie plutôt d'externes, c'est-à-dire comment, voilà, est-ce que j'arrive à parler en public, est-ce que je sais donner un feedback, fixer des objectifs, etc. Et puis en interne, eh bien, c'est cela, moi, qui m'attire le plus. C'est pour moi des ingrédients, d'ailleurs, j'aurais dû mettre au pluriel, pour changer un comportement et puis finalement pour mobiliser et gérer ce que l'on a à l'intérieur de nous. C'est cette notion de savoir-être particulière qui nous caractérise à la fois tous ensemble de façon globale, mais aussi chacun dans notre unicité. Et ces composantes-là, eh bien, elles sont pas seulement mentales. Et j'aime bien utiliser l'approche des trois C. Hein, les trois C, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau au niveau des pensées, qu'est-ce que vous vous racontez, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cœur, hein, vos émotions notamment, hein, comment vous vivez les situations, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui pépite ou crépite pour vous. Et puis enfin, au niveau de votre corps, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de ressentis qui peuvent être utiles pour savoir à quel endroit je me sens à l'aise et à quel endroit c'est un peu plus compliqué. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour effectivement continuer à avancer. Donc pour moi, vos métacompétences, c'est effectivement ce qui révèle votre potentiel en termes d'humain. Et effectivement, c'est des compétences, comme je le disais, qui sont transverses et qui permettent de mobiliser toutes les autres. C'est un petit peu votre énergie intérieure. Et qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire? Eh bien, effectivement, j'en ai déjà parlé, gérer vos émotions, gérer vos pensées, gérer vos attitudes. On va y revenir. Elles vous permettent aussi de lâcher des habitudes. Ça aussi, on va y revenir pour développer les compétences qui vous manquent. On va en discuter. Et puis, cette notion, vous l'avez très bien dit, de s'adapter, adapter votre façon d'agir ou de réagir, et on y reviendra aussi, en fonction du contexte et de ce qui se passe. Et bien évidemment, ça passe par une connaissance de soi ou une conscience de soi. C'est un peu le point de départ, on va le voir. Et je dirais globalement, c'est à la fois être bon dans son job, mais aussi être bien dans son job. Et donc, c'est comment je réussis à enfiler complètement mon costume pour m'adapter à ce qui est, mais sans oublier de garder un lien avec qui je suis, ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire garder un lien avec mes valeurs, avec ce qui compte pour moi, avec ma personnalité. Donc, c'est ce qu'on va explorer dans cet atelier. Mais avant, je voulais voir aussi avec vous quelles étaient cette fois vos représentations par rapport au mindset positif. Quand on vous dit mindset positif, eh bien, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est quoi votre représentation? Qu'est-ce qui est là pour vous? Et là aussi, vous pouvez déposer dans le chat avec plaisir pour partager. Voilà. C'est quoi pour vous le mindset? L'optimisme, la curiosité. L'ouverture, une attitude, la pensée positive. D'accord. Quoi d'autre? Le droit à l'erreur, le sourire. Le verre à moitié plein, à moitié vide. D'accord. Ouais, l'accueil des autres, ne pas interpréter, la bonne humeur, l'acceptation, chercher des solutions. Ouais. Super. Ouais. Voir le bon dans les difficultés, voir les possibles, un certain détachement. Ouais, super. C'est riche, merci de vos partages. Donc là aussi, j'ai posé en vrac ce qui est habituellement partagé. Donc vous l'avez bien dit, effectivement, un état d'esprit, à la fois une attitude, un savoir-être à nouveau, c'est être optimiste, constructif, dynamique, avoir de l'énergie. Parfois, on me dit ça. Dire qu'on ne cède ni au découragement, ni à la pression, ni à la peur, ni au jugement. Il y a quelque chose qui nous fait un petit peu surfer au-dessus de tout ça.
Vous l'avez dit aussi, trouver le bon côté des choses, prendre les choses du bon côté, je ne sais pas, voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Parfois, on me dit c'est un peu la psychologie de bazar. C'est une idéologie américaine. J'ai fait exprès de choisir un mot. J'aurais pu parler d'état d'esprit positif, mais j'ai voulu me fondre dans le vocable de la méthode agile et moi aussi utiliser un peu d'anglicisme. Donc oui, c'est un peu tout ça, on va y revenir, mais posez-vous déjà la question, quel est naturellement, vous, votre mindset? Est-ce que vous avez tendance à être plutôt quelqu'un d'optimiste, de positif, surtout en ce moment, les conditions sont vraiment particulières, elles peuvent être malmenantes à plein de niveaux, elles sont dans tous les cas assez anxiogènes, elles nous ont forcés à sortir de nos zones de confort, on va y revenir. En tout cas, posez-vous cette question ici et maintenant, et peut-être je vais vous aider avec ces 4 phrases ou lesquelles vous pouvez déjà noter laquelle ou lesquelles de ces 4 phrases vous êtes le plus en accord. La première, je suis comme je suis, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour vraiment changer. Quel que soit le type de personne que je suis, j'ai la possibilité de changer vraiment. La troisième, c'est je peux apprendre de nouvelles choses, mais en fait, je ne peux pas vraiment changer ma personnalité, mon intelligence. Et puis, peu importe quel est mon niveau d'intelligence actuel, je peux toujours le changer et je peux changer ma personnalité. Donc, notez ça, on va y revenir, mais ça parle de l'état d'esprit dans lequel on est le plus souvent. Et puis, ça parle aussi des petits pas qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour avancer en fonction de ce qui est important pour soi. Alors, pour revenir à cette notion de mindset positif, la tendance de tout ce qui concerne la positive attitude ou l'état d'esprit positif, etc., elle est très, très, très tendance, elle a le vent en poupe. On le voit aussi bien dans l'éducation, dans l'économie, dans les kiosques. Il y a au moins 4 ou 5 étals de revues qui parlent de positive attitude, de bonheur, de bien-être. Il y a les nuits de l'entreprise positive, etc. Mais pour moi, c'est pas seulement une mode, bien évidemment, vous l'avez compris. Et c'est pas non plus, et je voudrais tout de suite gommer des clichés, hein, c'est pas non plus le monde des bisounours où on va être dans le monde des rêves, le bonheur à tout prix, ou regarder que ce qui va bien. Du coup, ce n'est pas la pensée positive hein, qui serait de se dire effectivement de se répéter tous les jours que tout va bien et qu'il n'y a aucun problème. Si je suis en train de traverser une difficulté, si je vis une profonde tristesse parce que j'ai un coup dur qui m'est arrivé, eh bien, il n'y a rien d'autre que de traverser cette tristesse. Et c'est pas parce qu'on a un état d'esprit positif qu'on va s'interdire de vivre ce que l'émotion est en train de nous faire vivre parce qu'elle parle d'une réalité, de quelque chose qui est touché pour nous. Donc, c'est pas la méthode Coué, c'est pas le verre à moitié plein. Vous l'avez bien dit, c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. Et puis, c'est pas une baguette magique. Donc, le mindset positif, moi, je vais utiliser la définition de la psychologie positive. Hein. La psychologie positive, c'est une science, c'est une discipline universitaire. On a un laboratoire de recherche à Grenoble, dirigé par Rebecca Chanclan. Et elle va étudier les conditions et les processus qui favorisent l'épanouissement et le fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. Donc, le fonctionnement optimal, ça ne veut pas dire maximal, mais ça veut dire effectivement en fonction de ce qui je suis, de ce que je traverse, de mon contexte, de mes objectifs, de mes valeurs, etc. Eh bien, c'est quoi mon fonctionnement optimal? Et ils ont étudié et continuent à étudier en permanence, eh bien, à la fois les comportements, mais aussi les compétences des personnes qui fonctionnent bien. Ça veut dire quoi bien fonctionner? Ça veut dire qu'effectivement, comme tout le monde, ou comme le roseau, tiens, on va plier quand il y a une tempête, on va se coucher, hein, on va être malmené, mais on va garder eh bien, un ancrage fort dans nos ressources, dans nos talents, dans nos valeurs, et on va effectivement devenir un petit peu tout terrain. Et c'est à cet endroit-là que je me disais finalement, les outils et les méthodes de la psychologie positive nous aident à être agiles. D'où ma présence aujourd'hui en me disant, mais il y a quelque chose à partager entre nos deux univers. Et effectivement, vous l'avez compris, la psychologie positive va nous donner une boîte à outils avec tout un tas d'expérimentations pour développer des compétences en savoir-être.
Donc, ça va effectivement de l'intelligence émotionnelle, la flexibilité, tout ce qui relève de l'altruisme, la bienveillance, l'empathie, tout ce qui est autour de la communication positive, l'écoute active. Et puis, ça travaille effectivement aussi sur des processus intéressants comme la confiance en soi, l'estime de soi ou le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, on a une jolie boîte à outils. Et comme je vous le disais en introduction, eh bien, il ne suffit pas d'en avoir connaissance. Tiens, comment je vais développer ma confiance en moi? Ok, j'ai compris mentalement. Il va falloir passer à l'expérimentation. C'est pas ce que je vais vous demander aujourd'hui. Hein, on n'a pas suffisamment de temps, mais cette fois, on va passer sur un petit exercice ou en tout cas un petit jeu avec notre cerveau. Alors, ça va être assez rapide. Et donc, je vais afficher à l'écran des mots écrits de différentes couleurs et je vais vous inviter à compter le nombre de mots écrits en jaune. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Ça va aller assez vite. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Alors, combien de mots jaunes avez-vous pu compter dans le slide précédent? Donc, si vous voulez l'écrire dans le chat, allez-y avec plaisir. Je n'ai rien vu. On ne voit pas? Pas vu de slide, c'est vrai. Alors, je reviens à l'arrière. On voit juste ton slide, pardon. Là, vous l'avez? Oui. Voilà. Donc, il y a eu un problème d'affichage. 6. Ouais, je l'ai laissé très longtemps. Ouais, vous êtes tous des champions. C'est effectivement 6. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas les mots jaunes. Je me dis, qui a pu voir et peut-être compter les mots écrits en rouge? En fait, c'était ça, aucune idée. Eh bien oui, c'était ça en fait, le petit exercice que j'avais envie de... 0, non, il y en avait 6, je crois, ou 5. Hein. Les voici, ouais, il y en avait 5. Donc en fait, le petit exercice, c'était pour montrer un petit peu le fonctionnement de votre cerveau. Effectivement, vous avez de la chance, votre cerveau, c'est un véritable moteur de recherche Google. C'est-à-dire que comme Google, vous allez taper une demande dans la barre de menu et puis, eh bien, l'attention va déclencher un processus de sélection. Et du coup, il va vous ramener eh bien, ce que vous lui avez commandé. Donc là, j'ai effectivement poussé l'exercice un peu loin. Hein. On a pris un temps très court. Parfois, je m'amuse avec une vidéo et à poser la question, à regarder vraiment certaines choses dans la vidéo. Et en fait, eh bien, on fait un blackout sur tout le reste. Et c'est assez impressionnant. Et peut-être que vous l'expérimentez. Par exemple, le jour où vous souhaitez, je sais pas, changer de voiture ou partir en vacances, eh bien, dès lors que vous avez choisi entre deux modèles et que vous hésitez encore, eh bien, dans la rue, vous allez avoir l'impression de ne croiser que les deux modèles entre lesquels vous hésitez et votre attention, elle va effectivement être tellement focalisée sur ces deux modèles-là que vous allez dire, mais tout le monde a la même voiture que celle que j'ai envie d'acheter. Donc, quand vous décidez de partir en Corse l'été d'après, eh bien, vous avez l'impression que tout le monde autour de vous va partir en Corse et que c'est la destination à la mode cet été. Eh bien, en fait, c'est principalement parce qu'on est tellement soumis à des milliards d'informations qu'effectivement, eh bien, en fonction de là où on va porter notre attention, eh bien, on aura effectivement une sélection d'informations. Et notre réseau neuronal va s'activer en fonction. Et puis, il y a l'habitude aussi. Ça veut dire qu'on peut être aussi en pilotage automatique et que si on a pris l'habitude de voir la vie d'une certaine couleur, si on a pris l'habitude de chercher tout ce qui ne va pas bien, etc., eh bien, si on a pris l'habitude d'un certain conditionnement, eh bien, fort à parier qu'on n'en sort pas. Et effectivement, eh bien, on a de nombreux biais dans notre cerveau. J'aurais pu vous présenter d'autres biais comme le biais de confirmation, mais aujourd'hui, c'est celui de négativité que j'ai voulu vous présenter en rapport à notre mindset positif. Et effectivement, sachez que naturellement, depuis que l'homme est homme, le cerveau, il regarde plus facilement eh bien, ce qui lui paraît compliqué, délicat, négatif.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça nous a sauvé la vie. Il fallait savoir s'il y avait un danger autour de nous, si on allait se faire manger par une bête féroce ou s'il allait falloir courir, se battre, se cacher. Donc, il continue naturellement à percevoir tout ce qui ne fonctionne pas bien, tout ce qui aurait pu être mieux, tout ce qui aurait pu être plus agréable, mieux organisé, etc., etc. Et puis, certains cerveaux qui ont encore plus de mal à voir ce qui se passe bien, ce qui est positif, et que peut-être parfois, on a besoin d'un entraînement. Alors, si on revient à notre petit jeu sur votre état d'esprit, avant de donner les réponses, c'est de regarder comment nos pensées peuvent saboter finalement notre état d'esprit. Et j'ai pris l'exemple effectivement du plus grand joueur de basket de tous les temps, Michael Jordan, qui avait dans sa biographie, effectivement, exprimé qu'il avait loupé plus de 9000 tirs dans sa carrière, il avait perdu 300 matchs et qu'effectivement, 26 fois on lui avait fait confiance et il avait loupé le panier. Et puis finalement, il a échoué, et c'est pour ça aussi qu'il est devenu meilleur et qu'il a réussi dans sa vie. Effectivement, qu'est-ce qui se passe quand vous échouez? J'ai lu tout à l'heure, effectivement, cette notion de droit à l'erreur, droit à l'échec. Mais comment vous vous parlez à l'intérieur de vous quand ça se passe pas comme vous voulez? Quelles sont les pensées qui sont là et qui peut-être viennent vous déposer des petites injonctions, soit parfait, soit efficace, soit fort, soit comme ci, soit comme ça. En tout cas, c'est intéressant de regarder comment votre état d'esprit se met en marche de façon naturelle. Et parmi les 4 phrases que vous aviez à choisir tout à l'heure, donc c'est un test qui a été élaboré par Carol Dweck, qui est une professeure en psychologie à l'université de Stanford et qui a étudié énormément cette notion de growth mindset, cerveau en développement. Et elle a vu effectivement que d'un côté, quand on avait un cerveau fixe, un état d'esprit fixe, pardon, c'est la réponse à la question oui, la réponse oui à la question 1 ou 3, on était plutôt à fuir les défis, à abandonner facilement dès lors qu'il y avait des obstacles, parce qu'effectivement, si je suis obligée d'essayer, de m'acharner, de reproduire, etc., c'est que c'est pas pour moi et je vais vite abandonner parce que c'est un signe que je suis pas bon et que c'est pas fait pour moi. Et donc, la notion d'effort n'est pas perçue comme une notion de progression, mais plutôt comme une notion de ne pas avoir les compétences nécessaires. Et puis, effectivement, on n'accepte pas le feedback négatif que l'on ne voit pas comme constructif et on se sent rapidement menacé par le succès des autres. En général, on est expert d'un domaine et on a du mal à en sortir. Et de l'autre côté, effectivement, les défis pour nous, c'est effectivement relever des opportunités. On peut persister face aux obstacles, on peut concevoir l'effort comme la maîtrise ou un chemin vers la maîtrise. On apprend des critiques et puis on trouve des enseignements et de l'inspiration dans les autres quand ils réussissent. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas 100% à droite, 100% à gauche. Ce qui est important, en fait, c'est de regarder dans quel domaine de votre vie vous sentez que vous avez un cerveau qui ose, qui est curieux, qui accepte de se lancer des défis, d'aller voir, de se tromper, d'essayer, etc. Et puis de l'autre côté, à quel endroit vous sentez que c'est plutôt rigide et dans quelle situation ou plutôt qu'est-ce qui vous maintient dans cette rigidité. Ça aussi, c'est nécessaire pour toujours pareil, savoir quels seront les petits pas qu'on mettra en œuvre pour avancer vers ce qui compte pour soi. Et puis, il y a une autre chose que j'avais envie de vous raconter sur votre cerveau, c'est que votre cerveau, c'est un grand feignant, bien qu'il fasse des millions de choses et que c'est une magnifique machine, on ne remet pas ça en cause. Et en même temps, il va faire en sorte de faire des économies d'énergie. Donc, il a une propension naturelle à fonctionner dans sa fameuse zone de confort. À cet endroit-là, il se sent en sécurité, il maîtrise, il a des habitudes, il se sent compétent, il a un sentiment de contrôle qui est très important pour le cerveau. Et puis là, en ce moment, ce qui nous arrive nous a un petit peu secoué. On a perdu le contrôle sur un certain nombre de choses. On n'a plus de liberté comme on l'avait avant. Il y a des obligations de changer, notamment dans nos méthodes de travail, dans les méthodes de relationner avec les autres. Et notamment, je pense à toutes les équipes qui travaillent en méthode agile. Effectivement, il y a eu une grosse nécessité d'adaptation. Et il y a un petit espace qui s'appelle le lâcher prise. Et il va falloir aller traverser ce qu'on appelle une zone de peur, où là, effectivement,
on maîtrise plus rien, on est un petit peu en électron libre à découvrir des nouvelles stratégies pour s'adapter. Et effectivement, il y a une étude qui a été faite très récemment à Yale en 2019 par des neuroscientifiques qui disait à la fois, si on reste dans cette zone de confort, à fonctionner toujours pareil, etc., ça pétille plus, il n'y a plus d'intérêt, on va se démotiver. Et puis, effectivement, on s'éteint un petit peu, à petit feu. Et en même temps, aller dans la zone d'apprentissage, il y a un espace à traverser qui peut être un petit peu difficile, qui peut effectivement parfois nous inviter à mettre en place une stratégie d'évitement parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on a peur du regard de l'autre, etc. Donc, vous pouvez complètement accueillir votre fonctionnement, voir à quel endroit, parfois, on n'a pas envie d'y aller et quelque chose, on ne se sent pas très à l'aise, on s'en sent dans un inconfort un peu particulier. Vous pouvez vous rassurer en vous donnant effectivement peut-être le plaisir de se dire que c'est à cet endroit-là qu'on va apprendre de nouvelles choses et qu'on va effectivement flexibiliser notre fonctionnement. On va y revenir. Et puis, la dernière chose sur notre cerveau, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, elle est assez récente, elle date des années 2000, mais effectivement, les neuroscientifiques ont découvert la plasticité du cerveau, la plasticité neuronale. Très longtemps, on a cru qu'on avait une perte de neurones et qu'à un moment donné, on ne pouvait plus apprendre, on ne pouvait plus se développer, notre cerveau, au contraire, perdait des neurones. En fait, notre cerveau est plastique. Et comme n'importe quel autre muscle, plus on l'entraîne, plus il développe des connexions neuronales et puis il apprend. Donc, au même titre que vous vous entraîneriez pour préparer un marathon, là, l'idée, c'est que si vous avez envie de changer et de développer des capacités en savoir-être, quand bien même vous avez un état d'esprit plutôt pessimiste ou rigide, quand bien même vous êtes né dans la famille de Calimero, sachez que c'est tout à fait possible et tout au long de notre existence, même à 50 ans, même à 60 ans, etc. Et qu'est-ce que les neuroscientifiques nous disent? À nouveau, ils nous disent les changements vont venir de la pratique, donc de l'entraînement de notre cerveau. Donc finalement, développer un mindset positif et être agile, on peut regarder d'où je pars, à quel endroit je me sens déjà ayant accès à un certain nombre de compétences en savoir-être, et puis à quel endroit j'ai envie de faire des petits pas, petit à petit, pour développer un certain nombre de compétences et une positive attitude. Donc, on va regarder quelques clés. Et à nouveau, je vous invite à expérimenter, à répéter. Stimuler la plasticité neuronale, ça passe par la mise en action, ça passe par votre pouvoir d'agir. Et c'est vraiment important pour pouvoir développer une méta-compétence, une soft skill. Effectivement, ce n'est pas juste en décidant comme au 1er janvier de chaque nouvelle année, cette année, je serai davantage bienveillant, je serai un peu plus curieux, je vais accepter un peu plus mes émotions et puis tout ira bien dans mes relations à moi et aux autres et mon environnement sera plus fluide, plus favorable pour mon développement. Il va falloir particulièrement vous entraîner, vous donner droit à l'erreur, savoir avoir conscience d'où vous partez et puis petit à petit faire des petits pas, explorer. Et il y a tout un tas de méthodes d'accompagnement pour développer les compétences, que ce soit la curiosité, l'écoute active, l'empathie, l'assertivité, qui est très, très en demandée. Et pour développer tout ça, je vais partager maintenant mes 3 clés. Je vérifie l'heure qui... C'est parfait. Mes 3 clés. Et du coup, on va commencer déjà par aller chercher des émotions positives. Alors, on va me dire, quelle drôle d'idée. Ok, on veut un état d'esprit positif, mais là, on parle d'émotions. On va tout simplement, juste une petite douche émotionnelle. Vous allez vous répondre à cette question. Mais tiens, qu'est-ce qui vous fait rire à tous les coups? Alors... Oui, c'est ça. Je vois Christine qui me pose une question. On verra ça. Oui, c'est ça, les 3 semaines. On va y revenir. Donc là, qu'est-ce qui vous fait rire à tous les coups? Est-ce que, je ne sais pas, en pensant à un film, à un humoriste, à un sketch, je ne sais pas. Oui, Monsieur Chad. Voilà. Allez-y. Laissez revenir ce souvenir-là, une réplique, voilà, Mission Cléopâtre. Voilà, allez-y. Laissez-la revenir dans vos pensées. Entendez-la à l'intérieur de vous et puis laissez-la descendre dans votre cœur, dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, Louis de Funès, Kaamelott. Allez-y vraiment
Et c'est là que j'adorerais vous voir, parce qu'en général, il y a des petits sourires qui se dessinent sur les lèvres, les yeux qui s'illuminent. Jacques Villeray, une chute, exactement. Les bêtises de ma fille, exactement. Une partie de guilly ou de rigolade avec ses enfants, un quiproquo, un lapsus. Ouais, voilà, exactement. Tout le monde s'en fout sur YouTube. Ah oui, j'adore également. Alors, comment vous vous sentez après avoir laissé remonter, voilà, un petit moment d'émotion positive? Qu'est-ce qui est là pour vous? Alors, je sais pas pour moi, pour vous, mais pour moi, voilà, il y a quelque chose d'agréable. Ouais, on est plus détendu. On a le sourire qui est venu, effectivement. Et oui, parce que sans vous rendre compte, à votre insu, on vient de se faire une petite douche de neurotransmetteurs agréables. Alors, il y a certainement eu un peu d'ocytocine, probablement des endorphines, mal aux abdos carrément. Et donc, c'est effectivement ça. Si on pouvait le voir, eh bien, on verrait effectivement que quand on va chercher des émotions positives, eh bien, on va avoir une sensation agréable, et notamment, eh bien, les neuroscientifiques l'ont vu sous imagerie médicale, eh bien, que ça va flexibiliser le fonctionnement de votre cerveau. Alors, si on est dans un fonctionnement stressé, rigide, on a peur, c'est compliqué, etc. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'on réduisait nos connexions neuronales, qu'on utilisait moins d'espace dans notre cerveau et que d'un seul coup, on cristallisait un peu nos actions, on rentrait à nouveau dans notre zone de confort. Et qu'est-ce qui se passait? Difficile de trouver des solutions, d'être créatif, de penser out of the box. On est un petit peu acculé au pied du mur, on comprend rien, on n'a pas de recul, etc. Le stress, la méfiance, l'exigence, tout ça, ça va être dans ce fonctionnement-là. Aller chercher des émotions positives, eh bien, on a vu effectivement que ça va flexibiliser. C'est comme un lubrifiant intellectuel qui arrive et qui va vous élargir votre attention, vous permettre à la fois de devenir un peu plus performant, de connecter davantage de neurones, d'être plus ouvert, et puis du coup peut-être de trouver des solutions. Alors, deux choses. L'idée, ce n'est pas d'éradiquer vos émotions. D'ailleurs, j'aurais pas dû marquer négative, mais vos émotions désagréables. Une fois de plus, si en ce moment, eh bien, il y a de la tristesse qui est là, il y a de la peur, du dégoût, de l'injustice, etc. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui est important pour vous, qui a été touché, et qu'il y a nécessité d'accueillir ces émotions-là. Et donc, c'est l'idée de, OK, je peux traverser des choses qui sont difficiles pour moi et compliquées. Et en même temps, à d'autres temps, je peux aussi aller stimuler mes émotions positives avec cette idée que finalement, je vais tenter de naviguer, de flexibiliser régulièrement mon cerveau. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur le fameux ratio de Losada. Losada, c'est un chercheur en psychologie positive et qui a étudié, en fait, que nos émotions positives n'avaient pas le même poids que les émotions négatives et que donc, si vous avez une critique, quelque chose, une dispute, quelque chose de difficile, une émotion désagréable très forte, eh bien, il va en falloir 3 positives pour rééquilibrer. Donc, vous voyez, allez-y, faites-vous des moments de récréation, partager des moments agréables et pour venir contrebalancer les émotions désagréables. Donc, en psychologie positive, il y a plus de 255 études qui ont été réalisées sur l'impact des émotions positives. On parle de méta-études. Et qu'est-ce qu'on a vu à chaque fois? Effectivement, qu'entraîner son cerveau à percevoir le positif, à développer des émotions positives, eh bien, ça va influencer sur vos comportements, sur votre intelligence émotionnelle et ça va vous aider à déployer des stratégies, à trouver des solutions, à être plus créatif. Bref, tout ce que l'on a besoin dans notre quotidien. Alors du coup, je vous invite effectivement à développer vos émotions positives le plus souvent possible, même si c'est tout petit, comme on vient de le faire. Eh bien, c'est la fréquence qui est importante. C'est pas se dire tous les dimanches, on va se faire 2 heures de rigolade et la semaine, c'est sérieux. Eh bien non, je vais vous inviter tous les jours à avoir des espaces pour ces émotions-là. Et puis, il y a une étude aussi de Harvard qui a été faite en 2014 qui nous disait qu'effectivement, une personne avec un état d'esprit positif était 2 fois moins malade, ce qui est intéressant, n'est-ce pas, en ce moment, et puis 31% plus créatif et 55% plus productif et 55% plus créatif. Alors, la première clé, on a vu cultiver des émotions positives pour faire du bien à notre cerveau et garder
une ouverture d'esprit, on va dire. Et puis du coup, on va s'entraîner à réorienter notre attention. On l'a vu, hein, on a un moteur de recherche entre les mains, un joli Google dans notre cerveau. Eh bien, on va à nouveau s'entraîner à percevoir ce qui va bien pour nous, ce qui est agréable, ce qui est aidant, utile, ce qui nous permet de garder accès à nos ressources, sans nier bien sûr ce qui est compliqué à nouveau. Et donc, c'est la deuxième clé. Et là, vous pouvez utiliser effectivement la pratique des 3 kiffs par jour. Donc, parmi les études en psychologie positive, on a montré l'efficacité de cette pratique, notamment si vous l'écrivez. Parce que si vous entraînez votre cerveau tous les jours à reconnaître ce que vous avez vécu d'agréable, à reconnaître tout ce qui a été des moments qui ont généré des émotions positives, des sensations agréables dans votre corps, dans votre tête, dans votre cerveau, eh bien, il va y avoir une augmentation de votre satisfaction, de votre optimisme et de votre sentiment d'efficacité personnelle, d'engagement. Donc, c'est un exercice qui peut paraître tout simple. Donc, c'est écrire effectivement dans un carnet le soir, eh bien, quels ont été vos kiffs de la journée. Alors, c'est pas votre liste de courses hein, qui voudrait dire un échange au téléphone avec ma meilleure amie, un paysage, un coucher de soleil magnifique sur nos montagnes de Chartreuse ou de Vercors, et puis ou de Beldon, et puis je sais pas, la réussite d'un projet avec mes amis. C'est vraiment de regarder en quoi ça a été agréable. C'est le revivre un tout petit peu, c'est le laisser descendre du mental à l'intérieur de vous, c'est d'aller stimuler vraiment de faire baigner toutes vos petites cellules dans ces sensations agréables, dans ces émotions. Si vous pouvez même les noter, ce que vous avez aimé, je sais pas, l'émerveillement, le plaisir, le partage, la relation à l'autre, la réussite, la joie de s'être surpassé, etc. Voilà, il vaut mieux écrire une seule chose, mais prendre le temps de rebaigner dedans plutôt que d'aller très très vite. Et effectivement, les études qui ont été faites, pour répondre, je crois que c'était Christine qui posait la question, eh bien effectivement, l'entraînement déjà de 3 semaines, on a observé des vrais changements d'orientation automatique parce que l'idée, en fait, c'est que ça rentre automatiquement dans le fonctionnement de votre cerveau. Ok, il y a ça qui a été foireux, hein, ça s'est pas super bien passé, on n'a pas été extraordinaire là-dessus, et en même temps, il y a ça qui a été ok, il y a ça. Et en fait, naturellement, vous allez de plus en plus développer votre attention qui va passer de l'un à l'autre de façon automatique. C'est ça ce qu'on cherche pour entraîner cette fameuse flexibilité mentale. Avec ce mot magique, eh bien, il y a ça et en même temps, il y a ça. Et c'est OK que les deux collaborent. Notre cerveau, il a besoin de choisir. Hein, très souvent, c'est blanc, c'est noir, c'est juste, c'est faux, c'est bien, c'est mal, c'est agréable, c'est désagréable. Et bien là, vous allez jouer avec et dire, ça a été agréable à cet endroit-là et ça a été désagréable à celui-là. Et les deux collaborent. Et quand les deux collaborent, c'est OK. Et donc, la flexibilité mentale, c'est ma 3e clé. Très souvent, en fait, quand il se passe quelque chose de challengeant à l'extérieur, où on va avoir quelque chose de pas facile à gérer, de désagréable, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, notre cerveau, il va avoir la tendance à se protéger, hein, ça va crisper un peu, on l'a vu tout à l'heure, on a moins d'accès à nos ressources. Et puis, du coup, eh bien, on risque de réagir de façon automatique. Voilà, si on parle mal à cet endroit-là, je vais répondre. Si on manque de respect à tel endroit, je réagis comme ça. S'il se passe ça, effectivement, face à un stimuli, eh bien, on va avoir tendance à avoir une réaction stéréotypée et passer en pilotage automatique. Hein, et puis peut-être parfois, il y a de l'anxiété ou de la rumination qui arrive derrière. Donc, cette réaction stéréotypée, c'est comme si vous montiez dans un train et que finalement, quand vous êtes en gare de Grenoble, vous avez pris votre billet pour Paris et vous n'en descendrez pas et il se passe quelque chose qui vous amène toujours au même endroit et que finalement, il y a quelque chose qui ne change pas. Eh bien, pour flexibiliser un peu plus vos comportements, c'est de prendre un moment pour regarder un peu plus sur soi, être un peu plus observateur. Il y a cet espace de lâcher prise, de pleine présence à ses ressources et puis peut-être de choisir. Donc, on crée un espace. Peut-être que vous allez vous mettre en colère à cet endroit-là. Mais si vous avez pas envie, enfin, si vous avez, c'est un choix conscient à cet endroit-là. Voilà, peut-être que comme d'habitude, je vais réagir à cet endroit-là parce que ça, c'est inacceptable pour moi, mais peut-être pas. Peut-être que vous prendrez le temps de choisir quelle va être votre réaction. Donc, la flexibilité mentale, elle demande juste à observer son comportement et puis regarder à quel endroit vous réagissez de façon automatique, à quel endroit, voilà, vous refusez les changements, vous ronchonnez, à quel endroit, au contraire, vous êtes curieux, innovant, etc. Et tout ça, en fait, va nous permettre de capitaliser
sur vos acquis, sur vos apprentissages. Et il y a forcément des endroits, je vois que j'ai oublié un CCD à votre façon de voir, il y a forcément des endroits où vous fonctionnez de façon optimale et il y a peut-être des endroits où vous allez capitaliser sur ça pour revenir utiliser ces ressources-là dans d'autres situations. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder vos habitudes de comportement, de regarder à quel endroit vous avez envie de flexibiliser quelque chose pour mieux vous adapter et pour mieux flexibiliser votre comportement. Et puis, développer la contagion positive. Vous qui travaillez beaucoup en équipe, eh bien, vous pouvez effectivement être moteur dans la manière déjà d'orienter l'attention, poser des questions plutôt orientées solutions, poser des questions à visée positive, plutôt que qu'est-ce qui n'a pas marché. Eh bien, effectivement, voilà, quelles sont les petites choses sur lesquelles on peut s'appuyer, etc. Et puis, vous pouvez être source de curiosité vous-même, de nouvelles approches, partager votre enthousiasme à essayer. Je crois qu'il nous reste très peu de temps pour répondre. Voilà, tic-tac, c'est l'heure. Eh bien, ça tombe bien. Juste ma conclusion. Donc, les 3 clés, hein, juste, c'est des petits pas, on est d'accord. 45 minutes, on n'est pas en train de développer toutes nos compétences en savoir-être. Mais en tout cas, utilisez déjà les émotions positives. Ça va ouvrir votre cerveau. Vous orientez votre attention. OK, il y a ça qui va bien, il y a ça qui va bien. Et on développe cette flexibilité mentale. Et je termine juste sur des réflexions. Il y a une sensation aussi de devoir croire en son potentiel. Vous avez des capacités, vous avez une capacité d'adaptation, d'innovation, etc. Et cette capacité, elle va être en tout cas révélée grâce à votre motivation. C'est une condition qui va me dire le potentiel, il sous-tend une action. Et cette motivation, en fait, elle va être en accord avec vos valeurs. Qu'est-ce qui compte pour moi? À quel endroit, effectivement, j'agis comme ça parce que c'est important pour moi? Et quelle personne j'ai envie d'être? Et une fois qu'on a éclairci ça, on a ce pouvoir d'agir. On sait pourquoi, en restant aligné, eh bien, on avance dans ce sens-là. Pourquoi à cet endroit-là, on va dire non, à cet endroit-là, on va dire oui. Et pourquoi on va s'autoriser à respirer et à pouvoir être agile à cet endroit-là, un peu plus rigide à d'autres, très ouvert à cet endroit-là, plutôt en réserve sur tel autre, etc. Et la dernière chose, et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte dans les équipes que si on n'a pas une santé mentale ou physique qui est là, hein, si on est déjà épuisé, si on est déjà dans une sensation de fort stress, de fort inconfort, eh bien, ça va être difficile de se réaliser et d'être dans ce développement des compétences en savoir-être. Donc, c'est aussi prendre soin de vos équilibres, de votre énergie, hein, de ce qui est là pour vous, pour pouvoir ensuite développer vos compétences, être aligné et bien équilibré sur vos 2 pieds. Donc voilà, l'énergétique 38, le bonheur de libérer votre potentiel. Voici le rôti pour vos feedbacks et je vous remercie par ailleurs. Et en répondant à votre question, eh bien vous pouvez aussi me déposer avec quoi vous repartez de l'atelier en petits mots. Alors, les questions, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de questions. J'ai été trop bavarde, trop rapide. Laurent, tu peux m'aider si je ne les vois pas. Non, elles ne sont pas encore là. Elles n'y sont pas, ça arrive. Donc, avec quoi vous repartez? Est-ce qu'il y a quelque chose tu as une question qui vient d'arriver. Ah, ça y est. Alors, lorsque nous sommes de très bonne humeur, nous sommes plus créatifs et aussi moins critiques et plus sensibles à nos biais. Comment gérer cela? Alors, je ne sais pas si c'est une notion de bonne humeur qui génère ça. Est-ce qu'il y a, pour moi, c'est toujours une prise de conscience et cette capacité finalement à en permanence être l'observateur de ce qui est là pour soi et finalement d'être dans un esprit de flexibilisation. Oui, à ça, j'ai envie de partir là-dedans, etc. Et en même temps, comment je pourrais être, là, si vous en avez conscience, ça, comment je pourrais être plus critique? À quel endroit, effectivement, on ne va pas se laisser porter par notre euphorie? À quel endroit on revient dans la réalité? Est-ce qu'on est dans l'ici et maintenant et pas dans une certaine forme de légèreté?
effectivement, il y a une navigation à avoir et une conscience. C'est pour ça que ça part vraiment d'une énergie de l'intérieur. On peut se laisser porter momentanément par effectivement cette bonne humeur et en même temps choisir à un moment donné de revenir toujours pareil avec quels sont les objectifs, les livrables, être vraiment dans le concret et aller réutiliser un esprit critique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-il vrai que le sourire amène la bonne humeur et pas l'inverse? Alors effectivement, les neurosciences ont démontré que déposer un sourire le matin sur son visage, eh bien, il y a tout un réseau d'informations qui se met en mouvement et qui dit au corps, elle sourit, il y a quelque chose d'important, donc on peut se relâcher, on peut effectivement stimuler les neurotransmetteurs agréables. Donc effectivement, sourire, eh bien, révèle à votre esprit qu'il y a quelque chose de chouette, et même s'il n'y a aucune pensée associée, ni aucune bonne nouvelle. Réorienter notre attention sur les pensées positives ne risque-t-elle pas de diminuer notre perception du danger? Alors effectivement, on reste dans une approche non pas idéaliste, mais réaliste, hein, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire expérimenter, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait perdu cet instinct finalement de survie. Hein. Je crois que la première comment dire, mission de notre cerveau, hein, c'est nous maintenir vivants la seconde suivante. Donc, je pense qu'il sera en permanence en capacité de percevoir s'il y a un danger autour de nous et des choses qui pourraient nous mettre en danger. Ouais, donc après, c'est une fois de plus à expérimenter. Hein. L'expert de chacun, c'est chacun. Voilà, j'ai jamais eu cet exemple-là sous les yeux, mais bon, à explorer. Des conseils de lecture, oui, bien sûr, je pourrais en déposer. Alors, il y a tout un tas d'auteurs qui peuvent nourrir. Aujourd'hui, j'ai utilisé notamment Ashnorr sur Soyez un optimiste contagieux. Il y a pas mal des travaux de Martin Seligman, hein, l'inventeur de la psychologie positive, en tout cas le père de la psychologie positive. Donc ça, je peux faire passer effectivement des supports sur cette approche-là. Et puis effectivement sur les soft skills avec Reval notamment qui a fait pas mal de choses. Oui, il y a la conférence Tête des 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber et son livre effectivement du même nom. Donc Florence Servan-Schreiber qui a étudié la psychologie positive à Harvard et qui raconte son expérience à travers les 3 kiffs par jour que je vous invite à lire. C'est un petit moment de délectation basé sur des études scientifiques et en même temps elle le vit de façon très 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 drôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je me permets de prendre la parole. Ça va être l'heure. En tout cas, je vous remercie. Vous pouvez... Merci beaucoup pour ta présentation. Merci. Et je ne sais pas après si tu restes un peu dans les salles et si les gens peuvent te parler avec toi derrière. Eh bien, je peux rester, oui, encore une demi-heure. D'accord. Après, j'ai un rendez-vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, dans ce cas, s'il y a des personnes qui veulent te parler, vous pouvez aller dans l'atrium. Il y a des salles et les gens peuvent rejoindre ta table et échanger avec toi s'ils ont envie. Alors, on veut le lien rôti. Je le remets alors, qui était là. Je crois que c'est le numéro 27. C'est ça, c'est parfait. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toi, Laurent, pour merci à toi. ton aide. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, bonne journée. Merci. Bonne journée plutôt. Merci, au revoir à tous.